À la une ce soir, la mobilisation du collectif de défense mobile devant une banque de la place à Sainte-Rose. L'établissement bancaire aurait reçu des versements sans les affecter aux comptes auxquels ils étaient destinés. Une situation ubuesque qui jette le doute sur la fiabilité des banques locales. Plus de 56 millions d'euros de déficit, la ville de Pointe-à-Pitre est dans le rouge vif. La Chambre régionale des comptes dénonce les dépenses de fonctionnement en perpétuelle hausse et une absence d'ingénierie qui a abouti à l'abandon de plusieurs projets coûteux. Les habitants de Belle-Plaine à Gauzy, un mois après Irma, sont toujours dans l'expectative. Beaucoup n'ont pu encore reprendre une vie normale. L'aide individuelle de 350 € accordée par la municipalité est jugée nettement insuffisante. Et l'Havre de paix pour la faune sauvage, le parc zoologique des Mamelles, a été aussi durement touché par l'ouragan Maria. Plus de la moitié de sa canopée s'est envolée, mais la structure a quand même pu rouvrir sans pour autant retrouver son lustre d'avant. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. La ville de Pointe-à-Pitre vit de plus en plus au-dessus de ses moyens, selon la Chambre régionale des comptes. Plus de 56 millions d'euros de déficit. Dans son avis de contrôle budgétaire rendu public hier, la Chambre fustige la gestion financière du programme de rénovation urbaine. Plus de 30 millions d'euros ont été investis sur des projets qui ont été soit abandonnés, soit reportés. Les explications sur ce déficit abyssal avec Yvan Lemar. Le déficit de Pointe-à-Pitre représente 122,70% des recettes réelles de fonctionnement, soit 12 fois plus que le pourcentage toléré par le Code des collectivités territoriales, ce qui a déclenché une procédure de contrôle de la Chambre régionale des comptes à la demande de la préfecture. Alors nous nous basons sur les comptes produits par la ville, enfin par la commune, et sur les comptes produits par le comptable que nous interrogeons. Et nous interrogeons aussi les grands fournisseurs qui sont susceptibles d'avoir des créances sur les collectivités ou aussi sur les organismes de sécurité sociale et d'autres. Et puis dans le cas de Pointe-à-Pitre, comme il y a un très gros programme de rénovation urbaine, eh bien, nous avons confronté nos analyses avec des documents que nous avons obtenus de l'Agence nationale de la rénovation urbaine ou des partenaires de la commune. Lors de ce contrôle, chaque recette et chaque dépense de la ville ont été vérifiées. La commune est très engagée pour des montants très importants sans qu'on sache comment elle pourra le financer. Et c'est donc là le cœur du gros déficit de la commune de Pointe-à-Pitre. Donc en fonctionnement, on trouve un déficit de 15 millions d'euros, ce qui est très important pour une commune de la taille de Pointe-à-Pitre. Mais surtout en investissement, on est à moins 40, même presque moins 41 millions d'euros de déficit d'investissement. C'est-à-dire qu'il y a des travaux engagés, des projets qui sont lancés, mais les financements qui viennent en face, soit qui viennent de la commune elle-même, soit de partenaires financiers, soit de subventions, soit éventuellement d'emprunts, eh bien, ne figurent pas en face et ne permettent pas d'assurer le financement de ces travaux. Après ces vérifications, des préconisations pour redresser les comptes de la ville ont été faites. Si la commune ne fait rien, elle creuse ce déficit et petit à petit, eh bien, sa capacité de manœuvre a complètement disparu. Si elle veut relancer des travaux, si elle a des projets, elle ne pourra plus trouver de financeurs et les entrepreneurs auxquels elle pourrait faire appel, les prestataires de services, lui feront payer très cher parce qu'ils prendront un gros risque de ne pas être payés en temps et en heure. Donc c'est une dégradation progressive. Lorsque l'on ne redresse pas les comptes, c'est comme une entreprise. Bon, les communes ne font pas faillite parce qu'elles existent toujours, mais elles peuvent creuser leur déficit jusqu'à un point où elles ne pourront plus jamais se rétablir. Nous l'avons vu en Guyane notamment, et nous sommes en train de le voir dans certaines communes de la Guadeloupe, où des dépenses excèdent les ressources annuelles. Et donc là, c'est une dérive qui est sans fin. Et à ce moment-là, les impôts doivent être portés au maximum, donc ce qui pénalise encore plus la population. Et au-delà de ça, bien, l'entretien de la commune, il ne peut plus y avoir de projets significatifs qui puissent s'engager. Et la commune s'appauvrit de façon globale, et ça se voit dans l'ensemble des services qui sont assurés, ou pas assurés d'ailleurs, parce qu'ils ne peuvent plus être payés. Selon la Cour des comptes, 2/3 des collectivités des Antilles-Guyane sont en grande difficulté financière à cause de dépenses excessives ou mal évaluées. Et ce matin, le collectif de défense mobile était mobilisé devant un organisme bancaire de la place à Sainte-Rose. Selon Hubert Kiaba, l'établissement bancaire a reçu des versements sans les affecter aux comptes auxquels ils étaient destinés. Ainsi, près d'une vingtaine d'enveloppes avaient disparu dans la nature. Une situation ubuesque qui jette le doute sur la fiabilité des banques locales. On écoute les explications d'Hubert Kiaba recueillies par Patrick Curie et Moïse Dexter.
Nous alentours effectivement un certain nombre de monde, notamment il y a des commerçants Jodla de Sainte-Rose qui déposent en somme entre 6 000 et 7 000 euros à la caisse d'épargne et que somme là ça a été crédité ici contre eux et au mois de juillet, au début du mois de juillet, ils ont débité compte là. Après qu'ils ont fait un certain nombre de démarches, ils ont dit comme ça que l'argent là ça ne pas connaître là il passé et que par conséquence qu'ils ont pu déposer plainte ou bien ils ont pu avoir un médiateur. Depuis mobilisation nous matin là, ça a évolué. Jodla nous le responsable de la sécurité à la caisse d'épargne, il a dit nous comme ça qu'ils ont trouvé une cinquantaine d'enveloppes de commerçants qui ont fait des versements depuis le mois de juin et que l'argent là ça ils ont essayé de garder nous à qui monde et puis ils ont crédité qui compte. Ça nous étonne, c'est que des démarche là ça il fait Jodla et que comme par hasard eh bien, il y a trouvé effectivement des gens qui flouaient, alors que depuis un moment, les gens qui plaignent et qui vivent des situations très difficiles. Ça nous étonne, c'est que pour les gens pas demander, pour les gens compte. Mais c'est très facile de passer à ces comptes, à ces commerçants-là, et de prendre l'argent à ça, et de faire comme si rien n'était. Donc, Jodla, c'est ça nous avons dénoncé. Et nous avons dit que tant que nous n'avons pas une réponse à ce que l'argent à ces gens-là, eh bien, créditer ces comptes, eh bien, nous pouvons sortir de la mobilisation-là que nous sommes là. Et dans le cadre de son engagement en faveur du développement des compétences de ses collaborateurs, le groupe Bernard Rayot a initié des programmes de formation en alternance pendant 1 an au métier de manager de rayon et de responsable opérationnel de la distribution. Aujourd'hui, ces étudiants désormais formés ont reçu leur diplôme dans un hôtel du Gosier. Reportage Yvan Lemar. Après 1 an de formation en alternance, ces 11 étudiants âgés de 22 à 50 ans venus de Guadeloupe, Martinique et Guyane sont désormais responsables opérationnels de la distribution. Je voulais rentrer sur la Martinique puisque j'occupais un poste sur la métropole chez SFR et j'ai choisi une entreprise qui pour moi était passionnante. Cependant, étant donné que j'avais surtout travaillé dans un domaine commercial et pas en tant que commerçant, j'ai intégré cette formation, donc ROD, responsable opérationnel de la distribution, afin d'obtenir toutes les compétences pour mener à bien mes fonctions. J'ai déjà rejoint l'encadrement du magasin, donc sur les fonctions de responsable de rayon, comme j'ai pu l'expliquer juste avant. Les perspectives, c'est toujours d'aller plus haut. Aujourd'hui, on a un diplôme, mais la formation ne s'arrête pas forcément. On est sur une formation tout au long de la vie. Donc avec comme perspective de continuer à gravir des échelons. Durant cette formation, les étudiants avaient 3 semaines en entreprise et 1 semaine de cours théoriques en Guadeloupe chaque mois, un moyen d'acquérir rapidement des compétences tout en s'intégrant dans le monde du travail. Entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, ce sont près de 100 jeunes collaborateurs de notre groupe que nous avons pu diplômer suite à une formation que nous avons faite avec Neoma, qui est une belle école de commerce et en partenariat avec l'université. 100 jeunes qui ont été détectés dans nos entreprises, dont on a considéré qu'ils avaient un potentiel, le potentiel d'évoluer et de prendre des fonctions d'encadrement. Et nous leur avons fait suivre cette formation de niveau Bac+3. Ils sont aujourd'hui diplômés et ils ont aujourd'hui dans nos entreprises des fonctions d'encadrement. Après cette formation, l'ensemble de cette promotion a obtenu un poste à responsabilité au sein d'entreprises de distribution spécialisées ou alimentaires. Et le monde de l'entreprise peut être aussi un véritable enfer. En Martinique, une partie du personnel du parc naturel est en grève pour dénoncer de mauvaises méthodes de management. Les grévistes évoquent des cas d'harcèlement moral. Par peur de représailles, c'est à visage caché que ces derniers ont accepté de se confier. Reportage Céline Chalonneau. Il y a ceux qui garderont le silence par peur des représailles. Eux veulent dénoncer leur souffrance professionnelle. C'est vrai qu'on a beaucoup de menaces à ce niveau. Si on ne va pas dans le sens du président, on est tout de suite mis à l'écart et les contrats ne sont pas renouvelés. On nous a fait signer des feuilles de non-grévistes, de présence de non-grévistes. Donc effectivement, moi je l'ai signé. Le premier jour sous la pression et la menace de 2 agents qui sont venus nous faire signer ces feuilles. Il nous affirme que le mal-être est général dans son service. Les absences se multiplient, du jamais vu depuis sa prise de poste il y a 4 ans. En fait, 10 agents dans l'équipe, on peut quand même afficher 4 arrêts à répétition pour dépression et voilà. Donc c'est quand même très difficile pour nous de travailler dans ces conditions. Licenciement abusif du directeur général des services, difficultés dans la gestion des ressources humaines,
mise en cause des compétences du président, les prestataires extérieurs se seraient également emparés du dossier. Ça fait maintenant 2 ans que tout le monde, aujourd'hui, salit le parc. Le parc est vu vraiment comme une structure qui ne paie pas, endettée, qui ment. Donc voilà, c'est l'image qu'on a depuis 2 ans du parc. La colère des agents du PNM gronde depuis de longues semaines. Les grévistes tenteraient de dialoguer avec le responsable du parc sans succès. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est cette espèce de susceptibilité mal placée d'un élu qui est là en principe au service de la population, au service du peuple, et non pas au service de la satisfaction de vaines questions d'orgueil. Louis Boutrin, le président du parc, n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. Les agents, quant à eux, sont dans l'attente de rendez-vous avec le président de la CTM dans les jours prochains. Et depuis hier, la route qui relie la Basse-Terre à Vieux-Fort est ouverte aux automobilistes. Une fin de travaux synonyme de soulagement pour les habitants de Vieux-Fort. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Après plus d'1 mois, la réouverture de la route de Rivière-Sens représente un vrai soulagement pour les Vieux-Fortins et tous ceux qui empruntent cette portion de route qui relie Vieux-Fort à Basse-Terre d'un côté et à Trois-Rivières de l'autre. Il était difficile globalement. Là, il dit quand c'est hier, il a ouvert, hier matin, tout le monde était content parce que pour faire Vieux-Fort, pour passer par Trois-Rivières, c'est un galère parce que surtout côté but là, Val-Canard, ça a mis un bouteillage énormément. Hein. Pour ça, on galérait totalement. Hein. Justement, les enfants de l'école ici, bon, c'est petit bon transport commun là, il était un petit peu raide parce que pour aller Basse-Terre, pour faire le tour, ça petit peu raide. Franchement, moi, Basse-Terre, il faut dépasser un paquet d'essence. Hein. L'ouragan Maria n'a pas ménagé la côte. Les vents violents ont soufflé une grande partie des toits des habitations et fortement abîmé la nature. Les habitants, résilients, attendent patiemment des jours meilleurs. Bon, enfin, les Vieux-Fortins, nous portons manœuvre, nous essayons de déblayer tout ça. Nous tirons un peu de tôle, un peu de bois, surtout bois, tenir l'eau bois aussi. Et après ça, bon, ça va mettre la mer à pâte, hein, pas une solution. La vie continue. Et puis ça se fait petit à petit. On se fait son nid. Regardez là, la nature, ça reprend. Alors on n'est pas mort, on est vivant, on boit, on a de l'eau de temps en temps. Même dans la vie normale, il y a des problèmes. Alors après, à plus forte raison après Maria. Mais ça va pour l'instant, ça va. On attend les beaux jours. Il reste encore beaucoup à faire. On a plein de travail derrière. Et est-ce que il y a qu'à y penser en considération, puisque c'est ça moi entendre, hein, que Vieux-Fort pas classé comme zone catastrophique. Alors s'il n'est pas classé, ça veut qu'il est sur classé pas ça. Est-ce que ça vaut la peine franchement de reconstruire les, comme on dit, habitats durables? Donc on fait des montables carrément. C'est eux même qui sont casés, oui. Alors il faut nous ça unir. Parce que mieux on faire ça à Nicolas. Parce qu'il était assis, oui. Il a travaillé, mais oui. Les équipes de techniciens s'activent au quotidien à débarrasser la commune de tous les déchets verts et encombrants qui jonchent encore les rues, à raccorder les habitants à l'électricité et aux autres réseaux. L'ouverture de la route va sans nul doute leur faciliter la tâche. Mais il faut qu'on relève quand il a qu'à relever. Hein. Et on se souvient que la brusque montée des eaux dans le secteur de Belle-Plaine à Gauzy avait occasionné de gros dégâts. Beaucoup de familles avaient tout perdu et se sentaient quelque peu abandonnées. 1 mois après, où en sont les promesses? Reportage Karen Diama. Ce matin, Jeanne est de passage dans sa maison de Belle-Plaine. Depuis le passage de l'ouragan Maria, elle a dû quitter son domicile, victime de dégâts des eaux. 1 mois après, elle n'a toujours pas réintégré sa résidence principale. 1 mois après, on n'a pas encore beaucoup d'aide. Seulement, la mairie nous a donné un bon de 350 € à chaque personne. C'est tout ce qu'on a eu pour l'instant. On ne sait pas si le reste viendra après. Qu'est-ce qui viendra après? À quelques mètres de là, même constat pour cette autre résidente, victime elle aussi de la montée des eaux. Le maire est venu passage. Et il est entré chez moi et il m'a dit que j'ai tout perdu. Il va faire le plus rapidement le nécessaire. Et il m'a dit que au courant de la semaine. Et on nous a envoyé un courrier pour un bon de 350 €. À les 350 €, j'ai acheté un lit. Parce que mon lit a peu de l'eau. J'ai acheté un lit. Et pour le reste, je me débrouille. Je n'ai pas le choix. Dans cette autre rue,
Ghislaine, cette retraitée, attend, elle, le passage de l'expert pour refaire l'intérieur de sa maison. Un petit peu abandonné parce que les experts ne sont toujours pas passés de mon côté, y compris pour la maison et la voiture. C'est seulement ce matin que j'ai dû appeler la métropole pour leur dire que nous n'avons pas, j'ai pas de traces d'experts. Donc, je crois qu'ils ont appelé la mare Fort-de-France parce que Euro, machin chouette, c'est à Fort-de-France, se trouve l'expert, et qui m'enverra un expert vendredi matin. Si tous les habitants s'accordent pour dire que la prise en charge promise par la municipalité est moindre et lente jusque-là, de son côté, l'équipe municipale affirme avoir réagi face à l'urgence. Je pense que ça a été une réponse urgente de la municipalité compte tenu de leur situation. Donc on a fait un recensement par le biais du CECAS qui a permis de faire une évaluation. Au-delà de ça, comme le CECAS a recensé un certain nombre de choses, nous pourrons mettre en place une procédure d'accompagnement pour leur permettre de régler d'autres problèmes. Ça veut dire que la ville, elle est toujours présente, elle sera toujours à côté des gens de Belle-Plaine compte tenu de leur situation. La mairie du Gosier aura accordé 33 600 € à l'ensemble des sinistrés de Belle-Plaine. Favoriser davantage de solidarité, de justice et d'égalité sociale, c'est l'un des axes forts de la mandature d'Harry Jalus. Pour impulser cette dynamique, la région Guadeloupe organise ce mercredi 18 le premier forum régional handicap-emploi au Vélodrome de Gourdeléane à Bémao. Corinne Pétro, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous êtes conseillère régionale et membre aussi titulaire du Conseil départemental consultatif des personnes handicapées. C'est présenté comme le premier forum régional handicap-emploi. En quoi cet événement est-il inédit en Guadeloupe ? C'est-à-dire que c'est un forum qui existe déjà au niveau de la métropole, mais c'est vrai qu'au niveau de la Guadeloupe, c'est le premier. Et donc l'équipe régionale a souhaité mettre en place ce premier forum, puisque monsieur Harry Jalus avait fait de cette politique son premier objectif, son objectif de soutenir l'inclusion sociale, de soutenir les personnes en situation de handicap. Et au cours de sa mandature, il voulait absolument mettre en place ce premier forum. C'est un forum qui s'adresse aux personnes en situation de handicap ou à celles qui peuvent offrir des solutions, justement? C'est aussi bien aux personnes porteurs d'handicap, mais également aux entreprises, comme vous le dites, puisque c'est vrai que la loi précise également qu'il est important et utile pour les personnes en situation de handicap d'avoir un emploi. Et donc, l'opportunité qui vienne dans ce forum permettrait aux personnes handicapées d'être en relation également avec des entreprises qui pourraient les embaucher. Que trouveront-ils justement sur place? Donc, ils vont trouver également Pôle emploi, bien sûr, ils vont trouver Cap emploi, ils vont trouver également la maison départementale des personnes handicapées, ils vont trouver également des établissements spécialisés pour les personnes handicapées qui permettent d'avoir un travail pour certaines personnes qui sont dans ces établissements-là. L'UD MEDEF qui sera là également. Donc, en fait, un certain nombre de personnes qui œuvrent, qui sont acteurs dans le domaine de l'handicap. 8,7% des 12 000 personnes en situation de handicap ont un emploi en Guadeloupe. Y a-t-il vraiment un travail pour ces personnes ici ? C'est vrai que c'est difficile, mais les personnes sont employables lorsqu'à partir du moment où on les met en situation, on peut les mettre en situation. C'est vrai que dans certaines collectivités, il est difficile d'augmenter ce taux. La loi de 2005 n'est pas du tout respectée, voire très mal appliquée. C'est pas très bien appliqué. Et puis il y en a ce paradoxe, justement, une collectivité qui propose d'ouvrir un espace pour ces personnes et en même temps les collectivités, les mairies qui n'embauchent pas ces personnes. Bon, il est vrai que on sait aussi que les mairies ont une masse salariale très importante déjà. Ils ont une masse salariale très importante, mais il y a également le fait qu'il n'y a peut-être pas un diagnostic qui est fait au niveau des collectivités, puisqu'il y a des personnes qui peuvent être porteurs d'handicap, mais qui ne sont pas reconnues. Donc, il est vrai que s'ils ne sont pas reconnus, ils ne font pas partie du quota. Donc, s'il y a un diagnostic qui est fait au niveau des collectivités, on peut voir que ce taux peut également augmenter par rapport au fait que les gens ne se sont pas encore déclarés
et ils ne veulent pas des fois se déclarer parce qu'ils ont un petit handicap, mais tout handicap peut être mis en exergue lorsqu'ils sont déclarés. Est-ce que vous, en tant que conseillère régionale, je parle de l'équipe d'Harry Chalus, l'association des maires, est-ce qu'il peut y avoir justement, est-ce qu'on peut impulser une vraie dynamique pour influencer les maires? Ce forum-là est dans ce sens-là, a été mis dans ce sens-là, a été mis en place dans ce sens-là. C'est pour sensibiliser les collectivités, les EPCI dans cette démarche, puisque la collectivité régionale est dans cette démarche. Elle est en train de faire une étude diagnostique pour pouvoir recenser de façon qualitative et quantitative l'ensemble des personnes qui sont en situation de handicap au niveau de la collectivité régionale. Et donc, ça permettra aussi de sécuriser le parcours de ces agents et de pouvoir augmenter en compétences. Donc, c'est quelque chose qui est fait au niveau de la région. Fort de cette expérience, fort de ce forum, je pense que les collectivités peuvent être dans cette dynamique. Il faut leur rappeler quand même que la collectivité de Bémao est déjà dans cette dynamique puisque le taux de 6%, elle le dépasse largement. Et donc, on peut voir au niveau de la collectivité de Bémao, dans laquelle je suis issue, je suis conseillère régionale, mais aussi conseillère municipale de la ville de Bémao. Et donc, il y a un taux qui est plus important. Harry Chalus, à l'époque, a pris à bras le corps cette problématique. Le maire actuel, Madame Polyphon, poursuit cette action et M. Harry Chalus, maintenant président de région, souhaite aussi au niveau de la région que ça se fasse. J'ai envie de vous poser cette question. La loi de 2005 n'arrive pas à dissuader les collectivités, les maires. Est-ce qu'Harry Chalus y arrivera? J'espère bien. Donc c'est un premier. Le forum est un premier lancement. Donc, plus il y aura de forums, plus on va sensibiliser les collectivités, plus les collectivités et les maires et aussi les conseillers municipaux, puisque c'est vrai que très peu de collectivités ont mis en place des adjoints ou bien des conseillers qui sont délégués à l'handicap, puisqu'il y a ça aussi, puisque tout le monde, dans la majorité des collectivités, les personnes sont déléguées à l'action sociale, à la cohésion sociale. Mais est-ce qu'il y a une spécificité pour l'handicap? Ça serait bien aussi qu'il y ait des collectivités qui mettent une spécificité, qui mettent un point de regard sur l'handicap en mettant en place aussi des adjoints au maire ou des conseillers destinés à l'handicap. L'appel est lancé en tout cas ce soir. Corinne Pétro, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que ce forum aura lieu ce mercredi 18 au Vélodrome de Gourdeliane. Je vous propose maintenant de découvrir le travail d'une association guyanaise qui organise tous les ans des manifestations artistiques pour les enfants porteurs de handicap. Nous restons donc dans la thématique. L'association s'appelle Omega. Cette année, ses dirigeants ont décidé de mettre en valeur l'imagination et le talent justement de ces jeunes membres. On regarde le reportage de Pierre Tréfaux. On regarde ensemble. Pour la 5e année consécutive, l'association Omega organise une exposition d'œuvres d'art. Faite par 25 classes d'enfants en situation de handicap, le thème de l'exposition est le palmier. On est parti donc du thème du palmier, et plus particulièrement des palmiers de la place des Palmistes, qui est la place emblématique et historique de Cayenne et de la Guyane. Donc on trouve que c'est un bel endroit qu'il faut exploiter davantage, donc ça a été notre objectif de cette année. Le thème en était donc le palmier et les enfants ont travaillé avec l'aide d'artistes plasticiens. Pour les artistes, cela représentait un challenge de travailler avec les enfants. Mais c'est surtout le partage qui a animé les collaborations. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de eux. La voulu faire, l'enthousiasme, là franchement, chez nous-mêmes, entre guillemets, sans problème, on doit chercher. Chez eux, c'est énorme. Je pense que la culture, et la preuve en est aujourd'hui dans cette exposition, permet justement d'effacer les différences qu'il y a entre les uns et les autres, entre les enfants, entre certains enfants, entre les enfants et les adultes. Donc je trouve cette exposition assez géniale. Un documentaire est aussi présenté, Kif Jump, ou comment Jean Osé, atteint d'ataxie télangiectasie, a pu réaliser son rêve, faire du kitesurf en tandem. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir de micro pour que vous puissiez entendre. Parce qu'ils hurlent, ils crient, ils rigolent. Donc je pense que c'est un feu d'artifice d'émotions, de sentiments dans leur tête. Tous, ils veulent recommencer. Après, c'est difficile tous de les faire verbaliser. Tout ce que nous on peut voir, c'est ils ont pour ceux qui arrivent à l'exprimer de larges sourires. Et c'est déjà la plus grande des récompenses. Et puis il a envie de recommencer tout le temps, donc a priori c'est que ça leur plaît. L'exposition était prévue au départ jusqu'au 23 octobre à l'Ancre,
mais sera finalement écourtée et transférée au rectorat jusqu'à Noël. Et restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Le parc zoologique des Mamelles qui tente de retrouver ses couleurs d'antan. Et puis nous irons à Paris où s'est tenu le trophée des entrepreneurs afro-créoles. Le parc zoologique des Mamelles a été aussi, vous le savez, durement touché par l'ouragan Maria. Plus de la moitié de sa canopée s'est envolée, mais la structure a quand même pu rouvrir et espère retrouver ses couleurs d'antan. Reportage Karen Diamin. Après 3 semaines de fermeture et de remise en état, le parc zoologique des Mamelles accueille de nouveau les visiteurs. Déjà, le parc zoologique a réouvert samedi 14 octobre. Donc du coup, on a reçu nos abonnés, nos touristes et tout. Donc on était vraiment satisfaits. Le seul inconvénient, on va dire, c'est qu'il n'y a plus trop d'arbres comme avant. Donc du coup, on reçoit beaucoup plus de soleil. Donc on ne peut pas s'abriter et tout. Mais sinon, on donne d'ici 3 mois pour que la végétation revienne en fait. Une végétation qui aura énormément souffert. Le parc estime avoir perdu plus de la moitié de sa canopée. On a perdu tout, hein. Sauf attendre encore pour les plantes à niveau des fleurs. De 3 à 4 mois pour ça repousser carrément. Mais pour les arbres, on ne sait pas. Le temps qu'on fallait pour nettoyer, on a pris presque un mois. Mais un mois, mais on avait beaucoup de volontaires parce que nous, on était tous là. On a eu l'équipe de militaires, ils sont venus nous aider, les pompiers qui ont donné notre coup de main. Et le patron a payé aussi des gens pour venir nettoyer. Malgré tous ces intempéries, les animaux, eux, semblent sereins et peu affectés par la diminution des végétaux. Dès la couverture, il n'y a pas de problème. On peut les voir comme on veut. Pour le ouragan, on n'a pas de problème avec 15 animaux. Parce que nos animaux étaient en sécurité. Tous nos animaux étaient dans les box. Alors là, on n'a pas eu de perte, rien au niveau des animaux. C'est seulement des dégâts avec les arbres, la route et les machins. D'ici 3 mois, près de 40% de la végétation devrait avoir repoussé. L'équipe du parc, de son côté, poursuit les travaux de réhabilitation pour que le parc retrouve son visage d'autrefois. Et direction la ville de Paris, maintenant, où se tenait hier soir la 4e édition du trophée des entrepreneurs afro-créoles. L'événement, justement, récompensait les Caribéens qui osent entreprendre. Reportage Christian Bonnardel. Pour la catégorie entreprise émergente, du bruit s'il vous plaît. C'est une soirée riche en émotions. Daniel est ému, ce Martiniquais agent automobile est le nouveau lauréat. J'espère que ça va porter un peu plus de fruits dans mon activité, me permettre de développer encore plus mon commerce et puis d'aller un peu plus devant. Lauréat l'an passé, l'haïtien Caleb Menseus sait ce qu'apporte un tel trophée. Déjà une reconnaissance, parce qu'on a quand même fourni un travail on va dire appréciable en amont, donc le fait de se faire récompenser pour ce travail, ça fait toujours plaisir en fait. Ça fait déjà dans un premier temps plaisir et ça crée aussi de la popularité puisque ça a été relayé sur les réseaux ou à la radio. Cette année, le nombre d'entreprises de services à la personne nominée est important, un phénomène qui continuera de prendre de l'ampleur. Nous avons des emplois qui existent aujourd'hui et qui vraisemblablement n'existeront plus demain avec la révolution numérique, la révolution informatique. Donc, il faut préparer cet avenir-là et les métiers de service, de proximité notamment, semblent être l'avenir. Les associations sont aussi récompensées, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre la malbouffe. C'est important de pouvoir dire que nous pouvons manger équilibré avec les aliments qui nous ressemblent et parce que je pense que c'est aussi important au niveau psychologique, émotionnel, de se dire qu'on n'est pas obligé d'américaniser nos assiettes pour pouvoir garder une bonne santé. Les inscriptions pour le trophée 2018 débuteront en février. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Soyez prudents sur les routes. La Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages, et ce jusqu'à demain midi. L'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial de Milénis aux Abîmes de 13h à 17h30. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce mardi 17 octobre. À la une ce soir, nous l'avons vu, la mobilisation du collectif de défense mobile devant une banque de la place à Sainte-Rose.
L'établissement bancaire aurait reçu des versements sans les affecter aux comptes auxquels ils étaient destinés. Une situation qui surprend et qui jette en tout cas le doute sur la fiabilité des banques locales. Et plus de 56 millions d'euros de déficit. La ville de Pointe-à-Pitre est dans le rouge vif. L'agence régionale des comptes dénonce les dépenses de fonctionnement en perpétuelle hausse et une absence d'ingénierie qui a abouti à l'abandon de plusieurs projets coûteux. Les habitants de Belle Plaine à Gosier, un mois après Irma, sont toujours eux dans l'expectative. Beaucoup n'ont pu encore reprendre une vie normale. L'aide individuelle de 350 € accordée par la municipalité est jugée par certains nettement insuffisante. Et l'havre de paix pour la faune sauvage, le parc zoologique des Mamelles a été aussi durement touché par l'ouragan Maria. Plus de la moitié de sa canopée s'est envolée, mais la structure a quand même pu rouvrir et espère bien retrouver ses couleurs d'antan. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain à 18h45.